Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la rémunération d'un analyste d'affaires. Plusieurs personnes m'interrogent souvent en me demandant combien touche un analyste d'affaires, est-ce qu'il gagne si bien que ça sa vie? Alors avant de commencer, permettez-moi de faire un peu de philosophie. Vous savez que gagner bien sa vie, c'est vraiment relatif selon tout un chacun. En ce qui me concerne, je suis plutôt satisfait de ce que moi j'ai comme salaire en tant qu'analyste d'affaires. Et quand je regarde dans la société, parmi les différents corps de métier, je me rends compte que je ne suis pas à plaindre en termes de rémunération. D'accord? Donc, je dirais oui, un analyste d'affaires gagne relativement bien sa vie. Maintenant, il y a plusieurs éléments qui vont entrer dans l'équation, plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Il y a à la fois ton niveau d'expérience professionnelle, il y a à la fois dans quel cadre tu exerces ta profession d'analyse d'affaires, il y a à la fois dans quelle entreprise tu vas exercer ta profession d'analyse d'affaires et il y a également le pays où tu exerces ta profession d'analyse d'affaires. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que de façon générale, lorsque vous êtes analyste d'affaires junior, je prends par exemple le cas du Québec, vous allez vous retrouver dans des salaires, on va dire, d'entrée, d'accord? Donc, pour ceux qui viennent de terminer leur étude et qui ont eu l'occasion d'effectuer des stages dans certaines organisations, une fois que vous entrez sur le marché du travail, vous allez être capable d'aller chercher un salaire qui va avoisiner, allez, les 70-75 000 dollars canadiens. Alors, je précise que ça, ce sont des chiffres que moi j'ai pu observer en ayant effectué mes recherches, mais encore, ce n'est pas une vérité générale. Il peut y avoir une disparité entre la fourchette que je viens de vous donner et la fourchette salariale qui est appliquée dans l'entreprise, par exemple, où vous vous situez, ou bien sur l'offre d'emploi à laquelle vous avez postulé. C'est quelque chose qui peut vraiment changer d'une entreprise à une autre. Mais quand je regarde les statistiques, en moyenne, d'accord, en 2026, un jeune diplômé, d'accord, en analyse d'affaires est capable d'aller chercher 70 à 75 000. Maintenant, tu peux entrer dans une organisation qui, par exemple, est privée, qui, elle, a des fourchettes salariales qui sont très intéressantes. À ce moment-là, tu peux prétendre peut-être à plus. Ce que moi, je vais te conseiller de faire, c'est lorsque tu as peut-être un entretien d'embauche, d'accord, pour une organisation, bien pour une entreprise, va faire tes recherches par rapport à l'entreprise. Si tu trouves des statistiques en lien avec cette entreprise-là, regarde à peu près c'est quoi la fourchette salariale qui est appliquée par cette entreprise-là et tu te bases dessus pour justement communiquer ta prétention salariale lors de l'entretien d'embauche. Donc ça, c'est le conseil que moi, je pourrais te donner. Ça, c'est pour les juniors, ceux qui entrent dans le marché du travail. Maintenant, plus tu gagnes en expérience, plus le salaire aura tendance à évoluer. Alors, je vais vous préciser une réalité. Quand vous entrez dans une organisation avec un salaire, sachez que c'est très difficile d'avoir des gaps de salaire importants. D'accord? Généralement, quand vous voulez avoir un bon gap salarial, il va falloir changer d'entreprise, malheureusement. Donc, les entreprises, malheureusement, en fait, ne donnent pas souvent des marges ou bien des gaps d'évolution très importants. D'accord? Ce sont des réalités d'entreprise, c'est comme ça. Donc, moi, dans mon expérience professionnelle personnelle, ce que j'ai eu à faire, c'est à chaque fois que, par exemple, je veux aller chercher un meilleur salaire, je provoque un entretien avec mes gestionnaires pour voir ce que l'entreprise dans laquelle je suis peut me proposer. Et si je vois que je ne peux pas avoir plus, à ce moment, j'essaie de regarder à l'extérieur et puis à ce moment-là, je vais être capable d'aller chercher un salaire avec un gap qui est vraiment beaucoup plus considérable. Donc, autre élément dont il faut tenir compte, vous ne gagnez pas la même chose lorsque vous êtes prestataire, donc c'est-à-dire en conseil. Quand vous êtes un consultant, vous ne gagnez pas la même chose quand vous êtes consultant, mais lorsque vous êtes permanent dans une entreprise, ok? Vous êtes employé de l'entreprise. Alors, les consultants, de façon générale, les consultants ont un salaire qui va être légèrement plus élevé. Encore, tout ce que je dis, il faut mettre cela en perspective. Ça veut dire que si je prends par exemple une boîte de conseil, d'accord, une boîte de services conseil, je travaille pour cette boîte de services conseil et je fais des prestations dans une entreprise client,
très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les consultants ont un salaire qui est meilleur. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite dire, ah, dans ce cas, moi, je vais plutôt devenir consultant parce que j'ai envie d'aller chercher un meilleur salaire. C'est bien vrai, mais sauf que ça a ses avantages et ses inconvénients. Dites-vous que lorsque vous êtes consultant dans une entreprise, quand on a besoin de vous, vous êtes là. Mais lorsqu'on n'a plus besoin de vous, aussi performant que vous soyez, vous êtes le premier élément qu'on fait sauter lorsqu'on veut réduire les effectifs. Je reprends. Vous êtes le premier élément qu'on fait sauter lorsqu'on veut réduire les effectifs. Ça, c'est une évidence. Les entreprises veulent avoir une certaine marge de manœuvre au niveau de leur masse salariale. Donc, les éléments qu'on va d'abord regarder en premier lorsqu'on veut réduire les effectifs, on va d'abord aller chercher les consultants. L'entreprise n'a aucun engagement avec les consultants. Donc, du coup, lorsque il n'y a plus de volume d'activité ou bien le carnet de commandes baisse ou alors pendant des périodes un peu creuses, ce qu'on va faire, c'est remercier le consultant pour les services rendus. OK? Donc, ça, c'est un risque dont il faut tenir compte. Et dites-vous que lorsque vous perdez votre poste en tant que consultant d'une entreprise, ce n'est pas forcément systématiquement que vous allez chuter dans une autre entreprise. Donc, il y a des recrutements, du moins, il y a des entretiens que vous devez passer et donc, ce n'est pas forcément gagné. Et le marché de l'emploi est tel qu'il est aujourd'hui. Donc, réfléchissez mûrement votre décision avant de passer consultant. Et aussi, lorsque vous êtes consultant, les entreprises ont tendance à avoir beaucoup plus d'attentes en ce qui vous concerne. Logiquement, vous êtes consultant, vous êtes censé être un expert, donc ça facture plus, donc ça coûte plus cher, donc on a plus d'attentes. Lorsque vous êtes consultant, assurez-vous vraiment d'être efficace. Vous devez arriver comme vraiment un James Bond, j'ai un ordre de mission, je dois exécuter ceci, cela, et puis voilà. Donc, dépendamment des entreprises, il y a des entreprises qui vont être quand même plus clémentes que d'autres, c'est-à-dire on n'aura pas un niveau d'attente hyper élevé par rapport aux consultants, mais quand même de façon générale, on est plutôt dans cette philosophie-là. Tu es consultant, donc tu es expert, donc tu produis rapidement, donc j'attends des résultats rapidement. Et quand au bout d'un certain temps, dépendamment de l'humeur ou bien de l'impatience du client, s'il voit qu'il n'y a pas de résultat, ce sera dehors malheureusement. Donc il y a cela. Autre élément qui peut créer une différenciation au niveau du salaire, c'est si vous travaillez pour un organisme privé ou bien pour un organisme public. De façon générale, les organismes publics ont des salaires qui vont être un peu inférieurs, d'accord? C'est-à-dire à poste équivalent, à niveau d'expérience professionnelle équivalent, le salaire côté privé aura tendance à être un peu plus élevé que le salaire côté public. C'est une réalité. Ceux qui sont dans le public vont avoir peut-être beaucoup plus d'avantages, un peu plus de jours de congé, un peu plus de congé maladie, un peu plus de flexibilité sur les horaires. C'est le public. Généralement, c'est beaucoup plus calme. Alors, je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais je dis juste que dans le public, c'est un peu plus calme que dans le privé. Donc, logiquement, on n'est pas surpris de constater que le salaire est légèrement inférieur lorsque tu es dans le public. D'accord? Donc, c'est à chacun de choisir. Si je veux un équilibre vie de famille, vie professionnelle, je peux aller choisir de travailler pour une entreprise publique. Je sais que je n'aurai pas le salaire le plus élevé qui soit, mais au moins j'aurai une certaine tranquillité et une certaine conciliation vie privée, vie professionnelle. Voilà. Donc, je vous ai donné les différents paramètres, les différents éléments et les différents facteurs qui, selon moi, entrent en jeu dans la rémunération d'un analyste d'affaires. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, à me donner également votre feedback par rapport aux rémunérations. Partagez ça avec nous et avec toute la communauté. Merci.